Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Вообще, да, как не встречаемся, да. Ну, я проеду. У меня еще одна бочка. Ну, думаю, par exemple sur les cimetières parisiens à Montmartre, la tombe du général Koenig est dans un état lamentable. Général Koenig quand même, chef d'état-major, vainqueur de l'Irak, voir dans l'état dans lequel est sa tombe. La tombe du colonel Passy à Neuilly-sur-Seine est complètement abandonnée. Claude Bouchinet-Sérol complètement abandonné. Jacques Minguienne, on n'en parle pas. Bon, je veux dire... Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la victoire remportée il y a 78 ans par les soldats des armées de la coalition anti-hitlérienne, les résistants et les civils d'Europe et du monde qui les ont soutenus. En mai 1945, grâce à leur effort conjoint, le bloc nazi et son idéologie raciste, xénophobe, génocidaire, impérialiste ont été vaincus et la guerre la plus sanglante de l'histoire a pris fin. La démobilisation de millions de soldats, la reconstruction de ce qui a été détruit et les réformes sociales visant à améliorer la situation des travailleurs ont commencé. Cette victoire commune de mai 1945, militaire, pacifique et sociale, remportée par nos aînés, doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à s'opposer au retour dans notre monde des idéologies misanthropiques, du nazisme, du racisme, de la xénophobie, du militarisme. Nous appelons toutes les sociétés, tous les gouvernements et toutes les forces impliquées dans des conflits militaires à faire tout leur possible pour mettre fin à la confrontation actuelle entre les blocs militaires, pour mettre fin aux affrontements armés et pour résoudre toutes les contradictions par des négociations pacifiques. La conclusion d'une paix durable en Europe et dans le monde est d'autant plus importante et urgente que l'humanité est aujourd'hui confrontée à une crise globale, géopolitique, climatique, socio-économique, militaire, et à la perspective d'une troisième guerre mondiale qui mettrait fin à notre civilisation. Ce n'est qu'en surmontant les divisions entre les nations et les peuples, ce n'est que dans un esprit de multilatéralisme et dans le respect mutuel, ce n'est qu'en négociant pacifiquement et en cherchant un accord sur l'ensemble des points de divergence, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter la grave crise d'aujourd'hui et ainsi créer les conditions d'une paix et sécurité collective durable pour tous les peuples. Que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, de ses victimes et de ses héros, de la grande victoire commune remportée par l'humanité sur le nazisme, la haine et la guerre, nous y aide. Да, он говорит, вот это совпадение. А он после тебя, да, мы случайно On se trouve en face de la tombe d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui fut fondateur du mouvement de résistance Libération Sud.
Chers amis, donc nous nous trouvons devant la tombe de Daniel Cordier, secrétaire de la délégation de la France Libre. Et je voudrais que nous rendions hommage à sa personne, mais aussi à travers lui à la résistance française, et notamment à son équipe d'organisatrices, d'agents de liaison et d'opérateurs radio, qui était le secrétariat de Jean Moulin. Donc Jean Moulin, considéré comme le plus grand héros de la résistance française. Donc tous ces jeunes gens-là ont travaillé à ce que la résistance française puisse vivre et que la France puisse être libérée. Donc je vous fais rapidement, je vais présenter Daniel Cordier et ainsi son équipe. Donc vous avez des petits portraits dans mes tracts. L'équipe était composée de jeunes femmes et de jeunes hommes, dont beaucoup ont payé un très lourd prix, puisque la plupart des jeunes garçons qui étaient opérateurs radio ont été assassinés par les nazis, et les femmes ont été déportées dans les camps de concentration. Daniel Bouijou Cordier est né en 1920 à Bordeaux, dans une famille bourgeoise. Au moment de la guerre, il n'a pas encore 20 ans et il attend son incorporation prévue pour le 10 juillet, lorsque près de Pau, où réside sa famille, il entend l'annonce de demande d'armistice faite à la radio par le maréchal Pétain, le 17 juin 1940. Il est révolté par ce discours, il décide de continuer la lutte, il rassemble 16 volontaires, avec lesquels il embarque le 21 juin depuis Bayonne sur un navire belge, le Léopold II, pour l'Afrique du Nord. Le navire est dérouté vers l'Angleterre et c'est ainsi qu'il atterrit en Angleterre le 25 juin. Il s'engage tout de suite avec ses camarades dans la France libre le 28 juin 1940. Il est affecté. Chers amis, voulez-vous vous taire? Nous rendons hommage aux Français libres en France. Respectez la France. Respectez les résistants français. Pendant un an, donc Daniel Cordier s'engage dans la France. Résistance communiste, plus précisément, donc en qualité de membre du bureau du Conseil francilien du mouvement de la paix, mais aussi en qualité de secrétaire national de Droit Solidarité, une association qui a été fondée justement par un ancien résistant, alors qui lui n'est pas mort, mais qui a fait partie de ceux qui ont porté la mémoire justement de cette résistance communiste et l'ont perpétuée de génération en génération, pris à travers moi, puisque c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Roland Weil, qui est une personne très respectée dans le mouvement communiste et qui est décédé il y a 2 ans, en 2021. Donc c'est quelqu'un sans doute sans lequel je ne serais pas là devant vous. C'est quelqu'un pour qui je garde un grand respect pour les valeurs qu'il a transmises à un certain nombre de gens, pas seulement à moi, un certain nombre à travers son association Droit Solidarité, dans le cadre de l'Association internationale des juristes démocrates, dans le cadre de sa contribution aussi au mouvement de la paix, puisqu'il était membre du Conseil national du mouvement de la paix, et aussi au niveau de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre. Donc, en fait, la résistance communiste, beaucoup veulent la dater de l'entrée en guerre de l'Allemagne, de l'opération Barbarossa, de l'entrée en guerre de l'Allemagne nazie contre l'URSS. Mais en réalité, quand on se penche sur l'histoire et sur les faits, la résistance communiste, elle commence dès le début. Dès la capitulation de la France, les communistes essaient de s'organiser dans un contexte difficile, puisque le Parti communiste français, la principale organisation communiste de France, est à ce moment-là un parti clandestin. Il a été interdit en 1939 au moment de l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Donc ça ne l'a pas empêché, un peu avant la capitulation de la France, en 1940, d'avoir pris contact avec les autorités françaises pour essayer de participer à l'organisation de la résistance de la région parisienne, de Paris, contre l'invasion allemande. Mais malheureusement, à ce moment-là, les autorités françaises de l'époque
qui, de facto, était en réalité acquise à la capitulation, donc ne voulait pas qu'il y ait de résistance à Paris, rejette les offres du Parti communiste français, et Paris tombe dans les jours qui suivent entre les mains de l'armée allemande, et ça entraîne, dans les jours qui suivent encore, la capitulation de la France. Et un moment qui sera un moment de grande souffrance nationale pour le peuple français. La majorité de la population française, finalement, ne se complaît pas en réalité dans la collaboration, mais en tout cas accepte la capitulation. Et dans ces conditions, il est très difficile de résister. Il est extrêmement difficile de résister et d'appeler à la résistance. Alors effectivement, en réalité, il n'y a pas de résistance armée jusqu'à l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'URSS, mais ça n'empêche pas qu'il y a une résistance. Il y a une résistance active, un travail politique qui est fait dans des conditions très difficiles, comme je l'ai indiqué, qui sont des conditions de clandestinité, tout simplement. Des gens qui sont arrêtés, des gens qui commencent à être déportés, des gens qui sont torturés, puis des gens qui seront fusillés. Alors peut-être pas immédiatement à ce moment-là, mais très vite. Il y a des errements, on ne peut pas non plus les nier. Des tentatives de contact, entre autres, avec les autorités allemandes d'occupation pour essayer de faire reparaître l'humanité, mais dans un contexte justement où la situation de clandestinité ne facilite pas les communications, et cette tentative sera en fait très vite contredite par les instances clandestines du parti et par le Comintern aussi, contrairement à un certain nombre de choses qui ont pu être affirmées à ce propos. Donc, la jeunesse en particulier, les jeunes communistes sont particulièrement mobilisés à ce moment-là. Il y a, entre autres, quelque chose qui peut nous sembler anodin, vu d'ici et de notre confort, on va dire, un lâcher de tracts en plein amphithéâtre à la Sorbonne, dans les situations de l'époque. C'était un acte de résistance, un lâcher de tracts contre les mesures antisémites prises par le régime de Vichy. Puis, ensuite, il y a la manifestation du 11 novembre 1940, sachant que les commémorations du 11 novembre avaient été interdites par les autorités d'occupation et par les autorités vichistes. C'était un acte de résistance comparé à ce qu'étaient les conditions de l'époque. Ensuite, dans les jours qui précèdent l'opération Barbarossa, entre le 27 mai et le 10 juin, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une grève insurrectionnelle, une grève qui est décrite comme une grève patriotique et qui entraînera une répression féroce, puisque ce seront des milliers de gens qui seront déportés et dont très peu reviendront des camps, puisqu'ils sont déportés vers les camps de concentration. C'était pas un jeu. Ces gens-là, ils ont risqué leur vie. Beaucoup en sont morts. Et ce n'est pas pour rien que la résistance communiste est vue comme la résistance la plus importante numériquement lors de la Seconde Guerre mondiale en France, et qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français peut se réclamer d'être le parti aux 75 000 fusillés. Alors, le chiffre est probablement exagéré, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de communistes qui sont morts en résistant à l'Allemagne nazie, et qui ont participé par leur effort, et pour certains par leur vie, à la libération, et que nous commémorons aujourd'hui le 8 mai en France, et le 9 mai dans un certain nombre d'autres pays. Donc il est important de rendre hommage, je pense, à ces résistants, aux autres aussi, bien évidemment, mais aussi de rétablir la vérité historique sur aussi ce qui a été, sur quoi ont été les prémices de cette résistance, en réalité qui a commencé plus tôt que ce que l'historiographie officielle française veut bien dire. Donc je voudrais par ailleurs remercier fortement le PRCF pour sa participation, en particulier au service d'ordre, donc ils interviendront par la suite, et Gilles Gourlot du Conseil national du PCF qui nous honore de sa présence. Rapidement, donc, un petit ajout.
Donc on va déposer une gerbe au monument aux fusillés de Chateaubriand. Donc en fait, suite aux premières opérations de résistance armée du PCF qui avaient causé des morts au sein de l'armée allemande, des mesures avaient été prises par les autorités allemandes d'occupation qui consistaient à fusiller un certain nombre, alors une dizaine si je me souviens bien, voire non, c'était plus que ça, plusieurs dizaines, je ne pourrais pas vous dire exactement, d'otages, c'est-à-dire en réalité de gens qui avaient été emprisonnés qui étaient des prisonniers politiques en particulier communistes, comme en signe de vengeance finalement, pour venger les soldats allemands qui étaient tués par les résistants. Donc c'est ainsi qu'un certain nombre de dirigeants importants du PCF d'avant-guerre seront exécutés et entre autres aussi que les résistants fusillés à Chateaubriand le seront. Voilà. Nous allons devant le monument et attendre juste, on va faire la minute de silence et on va déposer les fleurs. En France et aussi à l'étranger. Voilà, donc je donne la parole à Michał Nowicki, polonais vivant en France, qui va nous faire un discours. Bonjour. Je pense que, comme vous voyez avec moi, drapeau polonais, vous êtes un peu étonné. Pourquoi je porte le drapeau des pays qui maintenant est une des plus russophobes dans le monde. Je fais ça parce que je voudrais vous rappeler qu'à 8 mai 1945, il y avait les deux drapeaux en Berlin. Premier drapeau, bien sûr, c'était le drapeau rouge de l'armée soviétique. Mais l'armée soviétique n'était pas toute seule là-bas. Il y avait aussi l'armée polonaise qui a aidé l'armée rouge de détruire des nazismes, détruire des Third Reich. Et ça, c'est très important de parler de ça parce qu'aujourd'hui, en Pologne, les gouvernements polonais, les médias polonais et tous les politiciens font tous pour détruire notre histoire. Ils détruisent non seulement les monuments des héros de l'armée soviétique, mais aussi ils détruisent les monuments des soldats polonais qui ont libéré la Pologne, mais aussi libéré le monde sur le nazisme. Et ça, c'est la première chose que je voudrais dire aujourd'hui. Le deuxième, j'ai avec moi les portraits de mon grand-père. Mon grand-père qui était très très jeune quand la guerre a commencé. Il avait 15 ans en 1935 et il était arrêté par le Gestapo. Il était torturé à Varsovie dans la très célèbre prison Pawiak. Après, il était déporté à camp de concentration à Auschwitz et après, il était transféré à camp de concentration à Buchenwald. À Buchenwald, il y avait les chances parce que ces camps étaient créés avant la Deuxième Guerre mondiale et c'était camp créé pour les communistes allemands. La majorité des prisonniers en Buchenwald, c'était les membres des partis communistes allemands. Et mon père à Buchenwald est devenu communiste aussi. Il est devenu le membre des partis ouvriers polonais.
Il faut rappeler que les Buchenwald étaient les camps de concentration qui se libéraient toutes seules. Dans le moment que les Américains s'approchaient de Buchenwald, il y avait les insurrections et les prisonnières toutes seules sont libérées les camps de concentration. Et voilà, mon père, après, mon grand-père, il n'a pas rentré en Pologne tout de suite. Il a resté en Allemagne pendant 1 an et il a aidé des Polonais rentrer en Pologne. Il faisait les papiers, les passeports, tout ça. C'était très important parce que dans ce moment-là, il y avait déjà les combats politiques entre les gouvernements réactionnaires en émigration qui voulaient tous les Polonais qui étaient en Allemagne pousser contre le socialisme. Et lui, il a dit qu'il faut rentrer en Pologne. En Pologne, maintenant, on a les pays indépendants. On va construire le socialisme. Et aussi, je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de Russes ici, des citoyens de l'ex-Union soviétique, que mon grand-père, parce qu'il était très très jeune quand la guerre a commencé, il n'y avait pas d'éducation. Il était, comme la guerre s'est finie, il est parti à Moscou et il a fait toute cette éducation, aussi l'éducation, le niveau universitaire à Moscou. Et après, il était bien homme et aussi les communistes bien formés. Il a formé les cadres communistes en Pologne. Voilà, ça c'est l'histoire que peut-être beaucoup de Polonais ne parlent pas de ça, mais moi je suis fier que mon grand-père était communiste, et moi je suis communiste aussi. J'espère que comme mon grand-père il a aidé de construire le socialisme en Pologne, mon génération va faire ça aussi. Merci. Nous allons rendre hommage aux Polonais, combattants polonais, y compris à ton grand-père. Demandé à un ami, notre historien de la communauté russophone de France, Sergei Dibov, de faire une petite présentation. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il a envoyé une liste d'une centaine de personnes, de combattants soviétiques de la résistance française. Elle a dit ça, ce sont les personnages principaux. Donc le groupe de la résistance, un des premiers groupes de résistance au musée de l'Homme, dirigé par Anatole Levitsky et Boris Wilde. Fin 1940, un des plus grands réseaux de la résistance OCM, Organisation civile et militaire, où participaient activement Vera Obolensky, Kirill Makinsky, Robert Kaskorev, plusieurs prisonniers de guerre. Évidemment, les prisonniers de guerre soviétiques qui sont enfuis des camps allemands et la résistance de l'immigration russe qui est arrivée, qui s'est installée en France depuis les années 20-30. Au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, vous avez plusieurs tombes de résistants issus de l'immigration dite blanche. Plusieurs unités de maquisards soviétiques, le premier régiment des partisans soviétiques participait à la libération de Montpellier, Toulouse et Nîmes, deuxième régiment des partisans soviétiques commandé par Major Kislevkov a participé à la libération des villes de Lyon et de Dijon. Le groupe de partisans soviétiques Jaguar participait à la libération de Beauvais et de Compiègne. 6 groupes de maquisards soviétiques et russes issus de l'immigration russe ont participé à la libération de Paris. Et n'oublions pas un nom clé pour la
partie soviétique ou russe ou même plus large. Je ne trouvais pas un terme exact de la résistance française. N'oublions pas Vassili Porik, le héros qui a été décoré de la plus haute décoration militaire soviétique, l'étoile en or du héros de l'Union soviétique, le seul héros de l'Union soviétique qui est décoré pour un fait de guerre sur le territoire français, Vassili Porik, qui était ukrainien, qui est né dans la région de Vinnytsia, et dont la mémoire est sauvegardée aujourd'hui dans la région de Pas-de-Calais, à la libération de laquelle